Donc, je voulais vous parler de Mouvement Santé, qui est un projet, une étude, une expérience participative menée par le CNRS. Alors moi, j'en ai entendu parler, je vais vous le montrer, par un article du Monde, en fait. Mouvement Santé, un projet participatif pour faire bouger les Français. Dis donc quel grand objectif. 10 000 pas et plus, un programme de sciences participatives porté par le CNRS vise à mieux connaître le niveau d'activité physique en France, son impact sur la santé et sur la condition physique. Donc c'est un projet qui s'adresse à tout le monde, tout, vraiment tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes, qui ont une activité physique, qui n'ont pas d'activité physique, les personnes handies. C'est vraiment, qui que vous soyez, vous pouvez participer. Est-ce que je vous lis l'article lecture 2 minutes? Ouais, on peut y aller, parce que je trouvais qu'au final, l'article était limite plus clair peut-être que ce qu'on verra sur le site du CNRS. Alors le coût de 10 000 pas par jour, vous l'avez très certainement entendu comme un objectif à atteindre, de ces fameux 10 000 pas par jour, puisqu'on rappelle, un marché, ça fait partie de bouger, en fait, c'est le mouvement, ça fait partie de la base, hein. Bouger, alimentation, sommeil et eau, c'est ça? Hem, donc voilà, mais ces 10 000 pas, faut pas voir ça comme il faut impérativement arriver à 10 000 pas. En fait, dès les premiers pas, hein, dès les premiers mouvements que vous allez faire, ça va avoir un impact positif sur votre santé. Donc ne vous dites pas: «Je n'arriverai jamais à atteindre cet objectif de 10 000 pas». En fait, le problème que j'ai, et je ne suis pas la seule avec cet objectif des 10 000 pas, c'est que ça va décourager beaucoup de personnes. Au final, ça va plutôt avoir un effet négatif, parce que les gens vont se dire, bah, comme tu le dis, Hate, comment j'en suis loin de 10 000 pas. Ben oui, c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on se dit, bah, la barre est beaucoup trop haute, du coup, je fais rien. Et c'est en pédagogie, c'est un principe simple, c'est soit si vous mettez un exercice trop dur, bah, les gens vont se décourager et vont pas le faire. Si c'est trop simple, pareil, ils vont le résoudre trop vite, donc en fait, ils vont finir par pas le faire ou par ne pas apprendre quoi que ce soit, et donc se détourner. Donc il faut un objectif réaliste. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout de se mettre soi-même, de pas se fixer ces 10 000 pas par jour si vous y êtes pas du tout. Si vous êtes à 9 000, pourquoi pas, par exemple. Mais si vous êtes à peut-être 1 000 pas par jour, peut-être plus, peut-être moins, enfin je sais pas, hein, je dis des chiffres au pif, bah peut-être se mettre un objectif réalisable. Déjà, ça peut être simplement être régulier dans son nombre de pas par jour. Vous voyez que vous avez une moyenne, j'en sais rien moi, 2 500 pas par jour. Bah, essayez d'être régulier dans ce nombre de pas. Et puis, au fur et à mesure, peut-être vous dire: ah tiens, bah, j'ai réussi à trouver une régularité, bah, je vais essayer d'aller à 3 000, ou enfin voilà, se fixer des objectifs raisonnables et adaptés. Oui, il faudra adapter pour chaque personne. En fait, ce serait l'idéal. Je vais m'occuper du sommeil tout de suite. Bonne nuit à vous les jeunes, et moi jeune, je repasserai un genre: ok Nico, bonne nuit. Il y a une vidéo sur le sommeil, si tu veux, sur YouTube, pour comprendre le sommeil, peut-être pour t'endormir aussi. Oui, l'idéal, ce serait ça. Après, le truc, c'est que souvent, dans les campagnes un petit peu forcément on veut des slogans simples, qu'on envoie comme ça, et du coup, bah, 10 000, c'est un chiffre qu'on retient facilement, qui va peut-être parler. Et puis, effectivement, c'est l'objectif idéal, en fait. C'est l'objectif idéal. Mais effectivement, dans la meilleure des façons de faire, c'est de s'adapter à chacun, de ses possibilités, de sa vie, de son rythme de vie, de ce qui d'où il part et où il va. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est ça qui est un peu dommage. Et comme je dis, ce problème des 10 000, je trouve que pour beaucoup de personnes au final, parce que on va le voir, je crois que dans l'article, il parle de entre 75 et 90% de personnes qui sont sédentaires en France. C'est énorme. Donc toutes ces personnes-là, elles sont très loin de ces 10 000 pas. Et enfin, moi, en ce moment, je peux m'y mettre très largement dedans. Donc si on met à ces personnes-là cet objectif de 10 000 pas, bah, il y en a beaucoup qui vont
enfin, qui vont prendre peur et qui vont faire demi-tour. Donc, je suis pas sûre que ce soit efficace de le présenter comme ça, quoi. C'est pas un mythe, ce truc des 1000 pas par jour qui a été apporté par une vieille publicité. C'est fort possible. Je pense que c'est plutôt c'est une espèce de moyenne et après comme je dis, moi je suis pas, c'est une moyenne, une espèce de en moyenne, l'idéal ce serait d'être à 10 000 pas, mais encore une fois, comme le disait, très justement Haidt, il faudrait adapter à chaque personne. Donc pour certains 10 000 pas, peut-être que ce sera pas suffisant, peut-être qu'il faudra en faire un peu plus, peut-être pour d'autres un peu moins, ça suffit. En fait, l'important c'est qu'on parte de c'est de prendre en compte le fait qu'on s'adresse à des gens qui sont sédentaires et qui sont très loin de ces 10 000 pas par jour. Donc de mettre un objectif comme ça, pour les personnes qui ont le plus besoin au final de se remettre à bouger, bah, c'est un petit peu dommage, quoi. Et salut Titanic, comment tu vas? Donc ouais, moi je suis pas fan de ce chiffre. Enfin, ouais, faudrait juste dire, enfin, chaque pas que vous faites, en fait, compte et est important. On avait vu un reportage où on voit bien que, heu, dès les premiers pas, il y a un aspect positif pour sa santé, des conséquences positives pour sa santé et qui a été, alors après, c'était pas une étude, hein, c'était un petit reportage avec des volontaires, et cetera, donc on n'est pas sur de trucs hyper carrés scientifiques, même si c'était avec des médecins et tout. Mais on voyait que tout de suite, alors que certains ne sont pas du tout arrivés à ces fameux 10 000 pas, mais juste ils se sont mis à bouger plus, mais dès le début, ça a eu un impact positif sur leur santé. Les 10 000 pas, c'est issu d'une pub de la marque Seiko qui proposait une montre qui comptait les pas, c'est purement marketing. OK, merci. Merci Karine. Bah, tu vois, je sais pas. Bonsoir Trisystémique et parce que je crois qu'on s'est croisés tout à l'heure. Où je t'ai vu, parce que j'étais peut-être sur un. Ah si, si, c'était sur l'Argumentarium, si je me trompe pas. Mais bah, tu vois, je savais pas ça, que c'était ici une marque. Mais c'est comme le lundi bleu ou je sais pas quoi, là. Enfin bref. C'est fou hein, que des pubs, des marques arrivent à mettre dans notre tête, alors que j'ai beau être dans la santé, dans le sport depuis des années, j'en suis moi-même victime de ce genre de truc, quoi. C'est dingue, c'est complètement dingue. Alors même sans savoir que c'était une marque, je le critiquais déjà, mais là, ça vient en plus d'une marque, c'est critiquable. Mais le pire, c'est que ces 10 000 pas, ça doit pas venir de n'importe où parce que c'est quand même repris par des médecins et autres. Alors, soit ils sont tous contaminés par la pub, soit c'est la pub qui s'appuie quand même sur un minimum de base, de base. Je sais pas. Je sais pas dans quel sens ça va. J'espère quand même que c'est plutôt la pub qui s'appuie sur des bases que l'inverse. Sinon, la crédibilité, on est dans la mouise là. On va perdre toute crédibilité. Donc voilà, donc pour en revenir à Mouvement Santé, comment ils ont pu déterminer l'impact positif des pas? Heu, le protocole des études pour, déterminer ça, bah, en fait, ils ont fait pour le reportage, ça a été simple, ils ont fait, des analyses, sanguines, avant le début de l'expérience, des analyses sanguines, pris, les pulsations cardiaques, aussi après un effort. Ils ont aussi, à la fin de cet effort, demandé, aux personnes d'évaluer leur, inconfort respiratoire et en fait, entre l'analyse de sang, le cardiaque, les pulsations cardiaques après l'effort et l'inconfort respiratoire après l'effort, ça a donné quelques bases. Après, il y a certainement des études par rapport aux 10 000 pas qui sont beaucoup plus sérieuses que ça, mais qui se basent un petit peu sur cette même idée. On prend des données avant avant, heu, avant l'objectif en fait, avant de mettre en place, le protocole et on les compare, tout au long, du protocole. Mais après, comme je dis, moi je suis pas dans la recherche, donc j'imagine que ça s'est fait comme ça, mais sur des études critiquables. OK.
façon, encore une fois, hein, les 10 000 pas, ils sont facilement critiquables, hein, dans tous les cas, hein. Donc c'est vraiment ce que je reproche, moi, c'est le chiffre. Ce chiffre qui est un peu, parce que bouger, c'est sûr, marcher plus, marcher régulièrement, enfin marcher, enfin, en fait, tous les jours, bouger un peu, c'est sûr que ça a un impact positif pour la santé. Donc ça, il y a pas, j'ai envie de dire, il y a pas, enfin, là-dessus, il y a pas de critique à faire. C'est sur ce chiffre-là en particulier que ça semble plus critiquable. Et après, c'est parce qu'encore une fois, souvent on aime bien, bah, voilà, donner des chiffres, donner un truc, qui marque, parce que c'est aussi bon, là, c'est une marque qui l'a mis en avant, mais dans les campagnes de sensibilisation, à la santé, de prévention santé, c'est un peu la même. On aime des trucs qui pas voilà, faut que ce soit compréhensible, quoi. Donc sur Mouvement Santé, hem hop, mieux connaître l'état de forme de la population française, c'est l'un des buts du projet Move en santé, coordonné par le CNRS. Lancé le 17 mars. L'annonce avait été faite lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc 17 mars, ça va, c'est encore récent. De toute façon, je pense que ça va se dérouler sur quand même un certain temps. Ce programme propose à tout à chacun de renseigner son niveau d'activité, sa condition physique à travers une série de questionnaires en ligne qui portent sur le sport, l'activité physique du quotidien, mais également le sommeil, l'alimentation, la consommation d'écran, la relation aux autres, etc. En fait, c'est pas mal parce que ça va balayer pas mal de choses aussi qui vont avoir un impact sur la santé, parce que, comme on le dit souvent ici, la base, donc bouger, alimentation, sommeil et eau, hein. Alors, ou boire, alimentation, sommeil et exercice. Mais comme j'aime pas le mot exercice, faudrait que je vous demande un de ces quatre d'ailleurs, si vous préférez qu'on dise bouger, alimentation, sommeil et eau, ou si boire, alimentation, enfin bref. Un jour, je ferai un sondage. Un jour, je l'aurai. Euh, mais là, du coup, on voit que bah il y a effectivement l'activité physique, donc le bouger, le sommeil, l'alimentation. Les écrans, c'est vrai que ça fait partie aujourd'hui des choses qui peuvent avoir un impact, mais souvent, ça va impacter quoi aussi? Le sommeil, potentiellement l'état de stress aussi. La relation aux autres, bah, dans la santé, quand on pense santé, c'est la santé physique, psychique et sociale. Donc, ça intègre pas mal de choses qui sont intéressantes quand on parle de santé. Après, à voir comment ils vont réussir à rassembler tout ça et à trouver, alors certainement des corrélations. Est-ce qu'ils arriveront à trouver des causes? On verra, mais 7 à 8 kilomètres, c'est énorme et en même temps, oui, c'est énorme pour la plupart des gens. C'est pour ça que je dis que cet objectif-là décourage plus, à mon avis, de personnes qu'il n'encourage de gens. Après, ça n'engage que moi, mais certaines vont faire beaucoup plus. Après, ça dépend aussi de quel type de travail, par exemple, vous avez, hein. Si vous avez un boulot, vous êtes en restauration, t'inquiète que les 10 000 pas, vous les faites. Vous êtes comptable dans un cabinet de comptable, vous les faites pas. Enfin, donc ça va compter, c'est à prendre en compte, quoi. Les participants sont invités à réaliser en ligne 6 tests physiques de souplesse, de force des membres inférieurs, de coordination motrice, de préhension manuelle, ainsi que le test de marche de 6 minutes qui évalue la capacité à produire un effet régulier d'intensité modérée. Alors comme ça fait genre des tests compliqués. Je vous jure, on va les regarder tout à l'heure, juste après. Non, c'est pas si compliqué que ça. Pas de panique. Vous allez voir. Ça va bien se passer. Les termes font très voilà, mais en fait, il s'agit par exemple d'essayer de toucher ses orteils, enfin, ou de descendre le plus bas possible, ou de se lever d'une chaise, s'asseoir, se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir. Enfin voilà, c'est pas non plus hyper complexe, hein. Donc, auto-rapporter ces informations, donc c'est les participants qui vont donner les infos, redonner les infos. Ces informations pourront être complétées par des mesures d'actimétrie réalisées par des volontaires. Un bilan individuel sera également donné à chacun afin de pouvoir se situer sur une échelle plus globale.
Alors c'est pas mal, mais après se comparer aux autres, vu la population qui cible, c'est-à-dire tout le monde, ça je sais pas, j'espère que ce sera global par rapport à enfin bref, à voir, ce qu'ils appellent plus global. Le but est d'avoir une photographie de l'activité et de l'état de forme des participants en les rendant acteurs de leur santé et capables de soigner leur mode de vie et de pratiquer plus d'activités physiques, précise Olivier Ray, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences du mouvement, CNRS Aix-Marseille Université, responsable scientifique de Mouvement Santé. J'ai vu que pour les petits vieux comme moi, pour se remettre dans le bain, il y avait des exercices à faire sur une chaise. Il va falloir que je m'en renseigne. Ah mais oui, mais il y a plein, très honnêtement, il y a vraiment, il y a plein d'activités. Enfin, c'est pas parce qu'on est sédentaire, c'est pas parce qu'on est vieux, c'est pas parce qu'on est handicapé que enfin, peu importe sa condition, il y a toujours des trucs qui sont faisables, en fait. C'est vrai qu'on a l'impression, voilà, qu'il faut pouvoir, je sais pas, aller faire, du footing ou, de la course à pied ou je sais pas quoi, enfin qu'il y a que ou du foot ou j'en sais rien. Mais non, non, il y a plein, plein d'activités qui sont possibles et encore une fois, heu, activité physique, ça veut pas forcément dire des trucs de fou. Ça veut juste dire bouger et bouger, c'est vaste. Après, c'est essayer de bouger un peu plus que les mouvements qu'on fait simplement chez soi, dans notre quotidien pour justement, varier aussi les mouvements et éviter aussi de ne pas faire justement certains mouvements pour ne pas perdre aussi. Donc oui, oui, il y a plein de choses qui peuvent se faire sur, des chaises, enfin plein de choses qui sont adaptées. Je sais qu'en pilates, et c'est pour ça que je sais que, bah, la formation que j'ai faite, elle était bien pour ça. Et que c'était la méthode vraiment traditionnelle, c'est l'idée de s'adapter. Moi, j'ai eu pas mal d'élèves qui avaient des pépins et pour lesquels et de tout âge aussi, hein, parce que j'ai eu des jeunes et des moins jeunes, pour lesquels tu dois adapter les exercices. Donc non, non, il y a vraiment beaucoup enfin, on peut faire plein de choses et à tout âge et à toutes conditions, vraiment. Oui, on n'est pas dans exactement Mister Pickles, on n'est pas dans la performance. C'est pas du tout l'idée. Bouger, il faut pas penser performance. En fait, c'est pour ça que j'aime pas le terme exercice ni le terme sport. J'essaye d'éviter de les utiliser parce qu'on a cette idée de compétition, de performance dessus à grosses gouttes, etc. C'est pas du tout ça. Bouger, c'est vraiment le terme, il faut le prendre au sens propre. Bouger, bouger, quoi. Santé. Ce projet de sciences participative, dont les données sont anonymisées, est porté et financé par le CNRS, cofinancé par l'Agence nationale du sport et soutenu par l'INSERM et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour combien de temps, vu qu'ils ont coupé les financements? Euh, Modifier Non, mais les je sens modes bien que de vous essayez de vie. me dire quelque chose, mais c'est de vous Ah la oui, phrase ou vous l'avez merci, entendu ça? merci Colorigan. Merci, merci. Euh, Donc modifier les modes de vie. L'objectif est aussi de constituer des cohortes afin de suivre cette population sur le long terme et d'impliquer les participants dans des projets en identifiant des sous-groupes. À titre d'exemple, un chercheur pourra constituer des groupes, une salle de classe, un collège, et les suivre dans le temps. Mais nous allons intégrer les questions de niveau socio-économique, d'état de santé, de territoire ou de sexe. On sait que tout ça, toutes ces questions-là ont un impact vraiment aussi très, très important, encore une fois, sur la capacité à avoir accès, à de l'activité physique et aussi, du coup, sur la santé et réciproquement, en fait. Donc c'est aussi, bien, d'intégrer ces questions parce elles sont hyper importantes, hein. C'est ce qui rend les choses complexes aussi. Moi, ce que j'ai un petit peu peur, c'est que malheureusement, qu'ils aient des participations uniquement de personnes qui bougent déjà. Donc c'est pour ça que je ne peux que vous encourager à, participer dans le sens où, ben, même si vous êtes sédentaire, que vous avez peu d'activité, voire pas d'activité physique, je sais pas si vous ne pratiquez pas un truc dans la semaine, par exemple, hein, mais ça, avoir cette pratique-là de loisir, ça veut pas dire que vous bougez pas. Donc vous allez peut-être vous rendre compte que vous bougez plus que ce que vous pensez. Enfin bref,
Le biais de recrutement, exactement. Donc c'est un peu ce qui m'embête un peu et c'est pour ça que voilà, je vous en parle et n'hésitez pas, bouger ses doigts sur le clavier, ça compte. Mais tu sais que à force de jouer à Valo, à un moment donné, j'avais mal aux doigts. Arrête, ça compte. Ça peut créer des traumas. Et même quand vous travaillez beaucoup sur clavier, en bureau, etc., le canal carpien, syndrome du canal carpien, ça fait partie des soucis qu'on peut avoir. Donc, on mettrait pas ça dans le mouvement, mais enfin le mouvement répétitif qui crée des soucis. Mais c'est du bouger, plus ou moins. Pas forcément bon pour la santé à long terme, mais presque. Bref, je pars encore dans tous les sens. L'idée est née pendant le premier confinement en mars 2020 au sein du groupement de recherche sport et activité physique du CNRS, né en 2018, et alors piloté par Vincent Nougier qui a passé la main à Olivier Ray en 2024. Le consortium sera amené à s'élargir et à s'ouvrir à d'autres équipes de recherche ou agences sanitaires. Il s'agit aussi de faire un vaste état des lieux post-Covid de l'engagement en activité physique affecté par cette période de crise sanitaire. D'autant plus que pour Olivier Ray, il est urgent de modifier les modes de vie. La sédentarité a vraiment un très très gros impact aujourd'hui sur la santé. Alors, il y a d'autres choses aussi qui ont un gros impact sur la santé, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui, avec juste un peu plus de bouger, juste un peu plus de mouvement, on serait quand même en meilleure santé. Il y a aussi l'alimentation, ça vous savez, on en parle souvent ici. Mais la pollution, enfin, il y a plein d'autres facteurs, mais c'en est un aussi qui est très important parce que notre corps est fait pour bouger. Entre 70 et 95 de la population française est sédentaire, plus de 8 heures par jour assise. Et salut l'Argibus. L'enjeu est également d'intervenir auprès des plus jeunes. Là aussi, il y a un gros enjeu parce que plus ça va, moins les jeunes bougent. 66% des jeunes de 11 à 17 ans présentent un risque sanitaire préoccupant en raison du manque d'activité physique et du temps sédentaire trop long, avait alerté l'ANSES dès 2020. Donc c'est loin d'être anodin. Et on sait que un enfant qui va bouger sera un adulte qui aura beaucoup plus de chances de continuer à bouger. Le problème, je pense, bien sûr. Donc, on était donc au constat que entre 70 et 95% de la population française est sédentaire, plus de 8 heures par jour assise. Et l'enjeu, c'est aussi d'intervenir auprès des plus jeunes. Je le redis pour ceux qui viennent du RAID. 66% des jeunes de 11 à 17 ans présentent un risque sanitaire préoccupant en raison du manque d'activité physique et du temps sédentaire trop long. Et comme je le disais, le truc, c'est que l'enfant qui bouge a plus de chances d'être un adulte qui va continuer à bouger que si. Enfin, déjà, rien que par rapport à ça. Donc, pour la santé, forcément, c'est mieux. Mais en plus de ça, pour la santé de l'enfant, ça va être important. Alors bien sûr, il y a plein d'impacts au niveau. En fait, il va y avoir un impact vraiment global sur la santé pour un enfant qui bouge pas tout jeune. Il y a la stimulation au niveau des interactions, des concepts, etc. Donc au niveau du cerveau, au niveau du cœur, du travail du cœur, de la respiration, donc le cardiovasculaire, au niveau vasculaire aussi, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau musculaire, au niveau osseux aussi, puisque les os ont besoin de contraintes pour stimuler ce qu'on appelle l'ostéogenèse dans la production d'os. Or, à cet âge, vous êtes encore en pleine croissance. Donc, il y a plein d'aspects différents et de façon très complète de la santé des enfants qui va être impactée par le fait tout simplement de ne pas bouger, d'être trop sédentaire. C'est une stimulation globale. Et souvent, ils ne bougent pas parce qu'ils font des activités qui sont vraiment purement sédentaires et qui vont pas forcément stimuler tout ça, quoi. Alors, autre sujet d'étude qui motive ce travail, la baisse de la capacité respiratoire des enfants et adolescents. Alors, est-ce que une étude a montré, je vais pas commencer à réfléchir, je vais lire la fin du paragraphe. Gaëlle, n'anticipe pas.
Une étude a montré qu'elle a diminué en moyenne de 18,4% chez des enfants et adolescents français de 9 à 16 ans entre 99 et 2022. C'est quand même hyper rapide. Cette tendance à la baisse s'est toutefois atténuée après 2010. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années et aussi qu'est-ce qui fait que ces enfants ont une baisse de la capacité respiratoire? Est-ce que c'est justement, comme je vous disais, le fait d'être sédentaire, bah, vous ne stimulez pas le cardiovasculaire, mais aussi le pulmonaire, donc capacité respiratoire pas stimulée, donc baisse de la capacité respiratoire. Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est d'autres facteurs? Donc il est important aussi de savoir qu'est-ce qui cause ça, mais encore une fois, il est sûr et certain que ne pas bouger ne va pas aller dans le bon sens. L'équipe Mouvance Santé espère une dizaine de milliers de participants d'ici à la fin de l'année et plusieurs centaines de milliers d'ici 3 ans. À ce jour, ils sont environ 1800. Bon, on est un peu loin des objectifs, mais c'est pas grave. Des fois, il faut voir grand. Il faut viser la Lune pour atterrir dans les étoiles, tout ça, tout ça. Et ce que je disais, et le problème, c'est que malheureusement, j'ai peur que cette étude ne soit intéressée, ne s'y inscrivent que des gens qui sont éventuellement déjà, qui bougent déjà, qui sont déjà en activité, et non pas, j'ai envie de dire, le principal cible, c'est-à-dire les gens sédentaires. Cette étude vise les jeunes, les moins jeunes, les personnes handies, peu importe ce que vous faites, à partir du moment où vous êtes une personne, un être humain, vous pouvez participer à cette étude et vraiment, je vous encourage à vous inscrire. Alors, je me suis moi-même pas encore inscrite, mais je vais le faire. Alors après, bon, je suis dans une situation un peu qui n'est pas forcément la normale par rapport à mon activité habituelle, on va dire. Même si je suis pas la plus forcément la personne la plus active, j'étais quand même beaucoup plus active que je le suis avant mes problèmes d'épaule. Et du coup, donc voilà, je peux que vous encourager à vous inscrire. On va aller regarder un petit peu ensemble le site et tout ça. Et on va en discuter aussi un petit peu. Ça va nous permettre de parler aussi un petit peu d'anatomie, d'être un petit peu ma zone de confort un peu plus normalement, même si je prétends pas tout connaître, bien sûr. D'autres initiatives existent déjà, telles que la cohorte Nutrinet Santé, coordonnée par l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, CRES-RN, INSERBINRA, CNAM, Université Sorbonne Paris-Nord, Université Paris-Cité, qui compte quelques 180 000 nutrinautes et qui étudie les liens entre la nutrition, alimentation, activité physique, état nutritionnel et la santé. Donc pareil, ça c'est aussi une autre étude, si jamais vous voulez aller voir. Est-ce que ça nous mène sur le site si je fais ça? Non, c'est pas ce que je voulais. J'ai pas vu le lien s'ouvrir. Hop, bon. Il faut juste que je clique comme ça, mais ça va pas me... Non, c'est bon. Ok, je vous mettrai les liens, je vous les mettrai dans le... Parce que je crois que l'article, il est réservé aux abonnés. Donc, je vous mettrai le lien si jamais vous voulez aller voir aussi le truc du Nutrinet Santé dans le Discord. Hop, je remets le lien vers le Discord. Je vous remettrai tout ça là-bas. Autre projet, l'enquête alimentation, biosurveillance, santé, nutrition et environnement, Alban, portée par Santé publique France et l'ANSES, a été lancée en septembre 2024. Elle vise à évaluer l'état de santé de la population française, son exposition aux substances chimiques, ses habitudes en matière d'alimentation, d'activité physique et de sédentarité, ainsi que son lien avec les maladies chroniques. Donc voilà, et ça, hop, ok, je vous remettrai tous les liens. Et bonjour Garaounia, comment ça va? Bonjour, bonjour. Euh, donc, ça, je vais peut-être mettre ça, hop, tout de suite dans le Discord avant d'oublier. On va aller voir un petit peu du coup sur le site du CNRS où je vous mets tout ça. Je vais vous mettre ça peut-être dans Autre Santé ou dans l'alimentation. Dans Autre Santé, on va mettre ça là. Hop.
et Nutrinet. Ah, il fait chaud. Je sais pas s'il fait chaud chez vous, mais alors ici, c'est dur. Après, c'est aussi parce que j'ai mis un legging long là. Il est un petit peu chaud et j'aurais pas dû. Hop, Nutrinet, on s'en fout. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, Mouvement Santé. Donc, ça, c'est le site du projet. Donc, pareil, ça, je vous le mettrai. Je vais vous mettre le lien dans. Je vais vous le mettre déjà dans le chat. Comme ça, si vous voulez vous inscrire, regarder de votre côté, eh ben, n'hésitez pas, vraiment. Ne relève pas mon tuto santé pour les amoureux de nos enfants coup dur. Ah mince, ah, si on fait quoi? Ah. Et si on fait les petites habits de nos enfants en leur mettant la pression, on a le droit de dire que c'est pour préserver leur santé en mode tu kiffes mon gamin gamine avec des grands. Ok, ok, ok. Maintenant, en fait, maintenant, vous vous plaignez quand je vois pas vos bêtises, c'est ça. On ne fait pas ça, parce qu'on ne fait pas ça. Eh ben ça, enfin moi ça va. Après, je laisserai le chat te répondre, Garaudia, mais ça va, ça va. Donc, mouvement santé, activité physique et santé, faisons de la science ensemble. Donc, vous avez l'occasion de participer à la science. Il y a une petite vidéo que je vais peut-être mettre comme ça. Ils vont vous présenter. Ils vont vous présenter eux-mêmes le mouvement santé. Le CNRS lance Mouvement Santé, un projet de science participative ouvert à tous. Son objectif est de mieux comprendre les habitudes de vie et les niveaux d'activité physique de la population française et leurs répercussions sur la santé. Ouvert à toutes et à tous, notre site permet de créer un compte et d'accéder à des informations et des questionnaires et tests physiques. Des questionnaires simples et anonymes permettent de mesurer les habitudes quotidiennes et de dresser un bilan disponible pour les participantes et participants. Par cette initiative, nous espérons faire comprendre au grand public l'importance de l'exercice physique pour le bien-être et la santé globale. Des tests physiques simples sont présentés. Ils peuvent être réalisés chez soi, en sécurité, grâce à des consignes et des vidéos de démonstration. Les données sont collectées de manière anonyme et sécurisées sur un serveur du CNRS afin d'être accessibles aux chercheuses et chercheurs. Les données des volontaires sont ainsi étudiées et servent d'appui à la recherche pour publier des études scientifiques. Grâce à une plateforme de collecte de données, nous invitons tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe et leur état de santé, à participer activement en partageant leurs données d'activité physique de manière anonyme et sécurisée. Les données recueillies seront essentielles pour documenter les politiques de santé publique et favoriser un mode de vie plus actif et plus sain. Les participants peuvent ainsi proposer d'autres observations et programmes d'activité physique au sein d'une communauté de volontaires pour faire évoluer le projet. Restez connectés via notre site internet, nos réseaux sociaux pour suivre nos avancées, bénéficier d'un feedback ou proposer de nouveaux projets. Merci Hey pour le follow. Donc voilà la petite présentation par le CNRS lui-même du projet. Donc comment participer? 4 étapes. Créez votre compte, inscrivez-vous pour pouvoir accéder à votre espace personnel et sécurisé. Donc c'est quand même important de savoir que c'est sécurisé. 2. Compléter les questionnaires et tests physiques. Donc nous on va regarder un petit peu les tests physiques parce qu'il y en a un où j'ai un petit quelque chose à dire, mais c'est surtout un bon prétexte pour vous parler un petit peu de ça. Voilà, pour vous parler un peu d'anatomie. Découvrir vos bilans personnalisés. Vos réponses aux questionnaires et tests permettront de générer des bilans personnalisés assortis de recommandations de chercheurs du CNRS. Donc, vous participez, vous faites entre guillemets l'effort de faire les tests, de répondre aux questionnaires, mais derrière, vous avez quand même aussi votre bilan personnalisé avec des recommandations. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Après, je serais curieuse de voir un petit peu l'ordre des recommandations, comment c'est tourné, etc. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui le font, qui s'inscrivent et tout, dites-moi, peut-être que je créerai un canal dans le Discord pour qu'on puisse discuter justement un petit peu de ces retours-là. Ça pourrait être intéressant. Et bientôt disponible, parce qu'on répète que ça a été lancé en mars, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 17 mars.
Visualisez votre évolution. Vous pourrez répondre plusieurs fois au questionnaire et visualiser votre évolution en activité physique. Ah bah du coup, même si moi aujourd'hui, par exemple, je m'inscris, la conclusion c'est que je bouge plus du tout, enfin plus beaucoup, vraiment, par rapport, enfin en tout cas moi je sais par rapport à ce que je faisais avant. J'ai plus vraiment d'activité physique. Donc aujourd'hui, peut-être que mon bilan, on va essayer de me conseiller, de me recommander, de me remettre à certains trucs, hein, tout simplement marcher, hein. Je pense que enfin, je le sais d'ailleurs que c'est un des premiers trucs que je peux faire, parce que malheureusement, je peux plus faire de vélo et j'avoue que je suis plus motivée par le faire du vélo que marcher. Mais bon, là, je ne peux pas, donc il va falloir que je trouve d'autres alternatives. Je peux pas faire je peux pas faire d'escalade, ça c'est sûr, donc va bien falloir que je trouve d'autres alternatives. Bref, vu que je vais pouvoir me réévaluer, ça me permettra de voir un petit peu justement, d'avoir des recommandations et de voir un petit peu ce qu'il en est par la suite. Il propose des ressources scientifiques, donc ça c'est pas mal aussi. Donc, lancement du projet, les risques de la sédentarité et de l'inactivité physique sur la santé. Une sédentarité élevée chez les adultes et les enfants qui est résident en France métropolitaine. Donc ça aussi, c'est les chiffres qui sont donnés. Activité physique, surpoids et santé. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et moi, ce que je voulais qu'on aille voir, du coup, c'était les... Où est-ce que... C'était les tests physiques. Découvrez les tests physiques. Alors, est-ce qu'on peut découvrir le questionnaire, peut-être? 5 questionnaires pour évaluer votre comportement en activité physique. Donc déjà, il laisse adulte, mineur, senior, handicap, etc. But motivationnel, temps d'exposition aux écrans, données socio-démographiques, état général de santé, facultatif, adulte et enfant. Sommeil. Ouais, donc à chaque fois, il y a 5 questionnaires. Il y a 5 questionnaires, ok. Ok. Un questionnaire pour récolter des données sur votre santé globale et votre bien-être. D'accord. Ok. Et les tests physiques, pour vous montrer un petit peu les petites choses. Et puis, vous allez pouvoir aussi faire des petites choses chez vous. Alors, je vais volontairement pas commencer par le premier, parce que c'est sur celui-ci où j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et on va se concentrer sur le deuxième, qui est le test assis debout. Donc, ça marque que ce test permet d'évaluer la force et la fonction musculaire des membres inférieurs. Donc, membres inférieurs, en fait, c'est tout simplement les jambes, hein. Voilà. Membres inférieurs, jambes, membres supérieurs, les bras. Ouh. Oui, n'importe quoi. Donc, test assis debout. Alors, est-ce que le son est vraiment nécessaire? Je ne crois pas, donc je vais le couper. Je peux le mettre en plein écran. Tout simplement, il vous explique. Donc, il y a une petite vidéo d'explication. Hop, la chaise contre le mur et vous réalisez des répétitions. Alors, ce qui est marqué quand même, parce que vous avez un détail en dessous aussi de comment faire le test. En général, oui, chat. Tiens, d'ailleurs, si chat retour, hop, petite caméra. Mais comme il y a trop de lumière encore naturelle, on ne le voit pas encore très très bien. Et il préconise, enfin, normalement, vous avez une aide avec vous, quelqu'un pour justement compter le nombre de répétitions ou chronométrer, lancer le chronomètre. Comme ça, vous mettez en position, la personne qui est avec vous lance le chronomètre, etc. Et c'est marqué consigne ici. Vous avez tout le détail, le but, la préparation du matériel, la sécurité, parce que c'est quand même très bien qu'ils aient mis ce point-là. Échauffez-vous, arrêtez ce test en cas d'apparition de douleur anormale, vertige, mal-être, etc. J'ai envie de dire. Reposez-vous après, parce que forcément 30 secondes à s'asseoir, se rasseoir, s'asseoir, debout, assis pendant 30 secondes le plus rapidement possible, ça va être... le son est décalé avec l'image. Mon son à moi, Garonia? Que normalement, comme j'ai changé de webcam, j'avais un peu peur de ça et j'ai regardé sur le dernier live, j'ai pas eu de réflexion des gens en live et quand moi j'ai regardé par la suite, les seuls moments où j'avais un décalage, c'est quand j'étais sur mon téléphone et que je mettais mes écouteurs
Ah, la pub. Ouais, désolée, il y a de la pub au début, je peux pas du tout l'enlever. Il y en a pas après, mais je peux pas du tout enlever. OK, ouais, non, mais enfin moi dans ce que j'avais vu après le live, enfin ça m'avait pas semblé, il me semblait pas y avoir de décalage. Moi, il y a que quand je mets les écouteurs sur le téléphone que j'ai un décalage avec l'image et le son, mais ça me le fait avec tout le monde. C'est pas que chez moi, quoi. Donc voilà, il vous explique tout ça, la position de départ, comment bien vous mettre et votre aide, en fait, c'est vraiment la personne, elle va donner le top, elle compte, les relevés correctement parce que c'est vrai que quand on est pendant le truc, c'est compliqué. Vous avez en bas, alors je suis désolée, comme je suis en mode sombre, c'est peut-être pas forcément hyper clair pour vous. Là, enfin, je pense que le site est pas du tout adapté au mode sombre, mais bon, en blanc, j'aime pas, c'est trop agressif. C'est bon, ok, parfait. Vous avez la fiche de consigne pour le test, donc voilà, où vous avez encore le détail du test, comment le faire, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Ce sont des tests simples à chaque fois. Donc ça, c'est le assis debout. Vous avez aussi le test d'équilibre dit Flamingo, que je trouve sympa parce que je peux vous proposer aussi une petite variation. Donc là, en fait, hop, je vais couper le son là, tac. On va même le couper là, comme ça vous l'aurez pas sûr. En fait, bras en croix, vous levez une papate et vous restez en équilibre 45 secondes sur une jambe. Et le but, c'est d'essayer de tenir déjà les 45 secondes sans bouger, sans reposer l'autre pied, sans plier le genou de la jambe tendue qui est au sol. Et vous le faites une fois yeux ouverts, une fois yeux fermés, bien sûr, une fois sur chaque jambe. Et coucou Peloche, comment ça va? J'ai vu ça pendant 10 mois pendant ma rééduque et Ah, t'as eu des soucis à la cheville, à la hanche, au genou? Parce que ça, c'est typiquement un exercice de proprio. On peut le faire aussi sur une surface mobile. On peut faire sur du mou. Yep, me suis pété la cheville, classique. Mais ça, cet exercice-là, vu qu'en plus est considéré que, comme dans le test, on n'a pas le droit de plier le genou de la jambe tendue. Hein, si je ne me trompe pas, dans toutes les consignes, vous allez retrouver le détail. C'est vraiment au niveau dans la cheville que ça va travailler. Après, forcément, le genou et la hanche vont travailler aussi, puisque pour vous maintenir en équilibre, vos muscles ici aussi ils se contractent. Enfin, tout sert. Hein. Mais vous allez voir qu'au niveau de la cheville, ouais, ça va chauffer plus, quoi. Et avec un coussin en mousse dessous, typique de la rééducation de la cheville, notamment la proprioception. Ouais. J'étais prête pour le cirque à la fin. Ouais, ça donne un peu cette impression. Ouais. Et justement, ce qui est donc là, l'exercice, ils disent de faire le test, donc il faut essayer de tenir 45 secondes sur chaque jambe, une fois les yeux fermés, une fois les yeux ouverts, pardon, une fois les yeux fermés. Donc vous regardez bien droit devant vous, hein, vous regardez pas au sol. Ce qui est intéressant à faire aussi, si ça vous dit de tester, c'est de regarder aussi quand vous serrez les dents ou quand vous collez votre langue au palais, quand vous serrez les dents, quand vous desserrez les dents, est-ce que c'est plus ou moins facile? Parce que pour rappel, hein, quand on avait parlé un petit peu de postural, il y a plusieurs capteurs de la posture, hein, les yeux, l'oreille interne, les pieds, tous les capteurs proprioceptifs à l'intérieur aussi du corps. Enfin, il y a plein de choses qui participent, mais on a aussi le système mandibulaire. Donc, ça peut avoir un impact. Si jamais vous trouvez que c'est plus difficile, que vraiment vous perdez l'équilibre. J'ai eu un copain comme ça que j'avais entre guillemets testé pour me tester, pour m'entraîner. Et c'était là, j'avais pas encore vu ça. Et lui, quand il serrait les dents, c'était pire. Et ce qui veut dire certainement, en général, quand vous serrez les dents, ça va être plus facile de tenir en équilibre. Donc, si c'est pire, il y a peut-être quelque chose à voir. Un petit rendez-vous chez le dentiste peut se faire. Et salut, Schtroumpf, comment ça va? Je suis en train d'essayer le test assis debout, c'est hyper bien. Alors, je ne sais pas s'ils ont parce que comme ça s'adresse aussi aux personnes handy, s'ils ont une variation de ces tests, parce qu'effectivement, si pour les personnes en fauteuil, ça va être plus compliqué, le test assis debout. Je ne sais pas s'ils ont une variation. Tiens, bonne question. En plus, j'y ai pensé tout à l'heure et j'ai oublié d'y repenser là tout de suite. Parce que je sais que le test que j'ai mis de côté, dont on va parler après, ils disent qu'on peut le faire debout. Il peut se réaliser debout ou assis. Mais bon, le assis debout, de fait, c'est différent.
Je sais pas si du coup, il faut que tu vois si tu peux te transférer ou pas. Je sais pas comment ils font ça. Est-ce que dans la fiche... Ouais, non, va pas y avoir d'alternative de proposer. Après, peut-être que lorsque tu vas remplir, si tu t'inscris et que tu remplis le questionnaire, parfait si je t'y fais penser, Garonia. Parce que les dents, c'est quand même très, très important. Hein. Vraiment, vous avez droit à un rendez-vous chez le dentiste de contrôle 1 par an qui est pris en charge par la Sécu. Allez-y, prenez rendez-vous. Et vu le temps d'attente, prenez rendez-vous maintenant. Allez sur Doctolib et prenez rendez-vous dès ce soir. Là, tac, là. Même là, vous continuez d'écouter. Si vous n'êtes pas sur le téléphone, vous le faites là, en parallèle, très bien. Parce que les dents, c'est vraiment très important pour plein de choses, hein, pour la posture, mais pas que. Hein. Pas que. Donc vraiment, voilà. Même si c'est pas toujours un truc hyper sympa pour certains d'entre vous que d'aller chez le dentiste, c'est important d'y aller. Mais du coup, ouais, je trouve peut-être que quand tu vas remplir le questionnaire, ils vont te proposer peut-être un autre type de test dans ce cas-là. Parce c'est ouvert aux personnes handies, donc j'espère qu'ils ont prévu des alternatives. Hein. T'as jamais récupéré à 100% la cheville. Bah après, si t'as fait une grosse entorse, de toute façon, tous les ligaments ont été distendus, etc. Je sais pas exactement ce que t'as eu, mais effectivement, c'est la cheville, c'est assez casse-pied, hein, assez casse-pied. Après, ça dépend aussi si t'as une activité physique régulière ou pas. Forcément, ça va aider ou pas. Parce que le kiné, souvent, quand on a des trucs, on va chez le kiné, mais le kiné va vous le dire hein, très souvent, faites tel ou tel exercice chez vous, et sauf que souvent, on ne les fait pas. Ou pas assez, et sauf que c'est du travail de long terme. Quoi. Entorse grave, de ligaments pétés, et troisième évidé, plus tassement osseux, plus tendinite. Ah oui, t'as bien cumulé quand même. C'est du costaud quand même. T'as pas rigolé. Poloche, elle fait pas les choses à moitié. Mais ouais, du coup, et t'as pas été opéré, du coup, les ligaments, ils ont laissé comme ça, ils ont pas... Et salut Obli, comment ça va? Ils ont pas considéré le patient. Oui, et si vous saviez comment j'ai fait ça, j'ose même pas imaginer. Non, pas d'opération. Ouais, non mais déjà, enfin, c'est sûr que à partir du moment où tu as tout distendu, le système ligamentaire, en plus bon là il y a eu un tassement osseux et tout ça. Bon, la tendinite encore, ça c'est j'ai envie de te dire presque la tendinite, c'est presque pas le plus grave de mon point de vue. Peut-être que je me trompe. Mais ouais, ça crée un sacré bazar au niveau proprioceptif aussi dans la cheville. Et ouais, derrière, c'est j'ai marché sur un tapis. Voilà, un gros tapis. Bravo l'artiste. J'applaudis. Je mets un 10 sur 10 pour la figure en artistique. La technique, je ne sais pas, peut-être à revoir. De toute façon, les plus gros, souvent les plus gros pépins, c'est rarement sur des trucs de fou. Hein. En fait, quand on fait attention, quand on fait un gros truc, on va faire attention, tapis un peu le géro, exactement. Quand on fait un truc où on sait qu'il faut faire attention, on va pas se faire mal parce que justement on fait attention. Et quand on fait un truc de tous les jours, c'est là où on se fait mal, quoi. Et santé, Garonia. Donc ouais, souvent c'est bête, hein, de toute façon. Ma maman m'a recopié 2 ans plus tard. Fracture, proche cheville. Elle a marché sur un petit caillou et a perdu l'équilibre. Famille de pieds cassés, je te jure. Ah, mais les chevilles, c'est hyper... de toute façon, ouais, c'est... En fait, les pieds, souvent, c'est un... Et les chevilles en particulier, c'est souvent un petit peu... J'ai pas envie de dire délaissé ou mis de côté. Enfin, on se rend pas compte à quel point vos pieds, vos chevilles, ce sont des petits os qui supportent tout le poids de votre corps et qui sont du coup super importants et dont la structure, enfin franchement, c'est quand on regarde, on va regarder au niveau osseux, rien que comment c'est quoi. Mais j'avais jamais fait d'entorse de ma vie, bah suffit d'une fois. Hein. Mais quand on regarde bien, enfin le pied, l'articulation de la cheville, c'est plein de petits os. Vous avez les métatarsicies, les tarsicies, le talus, le calcanéum. Tout ça, autant vous avez d'os, vous avez de petites articulations aussi.
Et puis votre cheville, elle fait avant-arrière, mais elle fait aussi les côtés, l'intérieur. Et merci le raid. Bonsoir Castor Moser, comment ça va et bienvenue, bienvenue. Le stream de la chillance artistique du mardi après-midi. Oh, trop cool. Comment ça va? Bonsoir les raiders. Et bienvenue, bienvenue, le petit choutout à Castor Moser. Hésite pas à parler un peu plus de ta chaîne dans le chat, hein, à te présenter et tout. Enfin voilà, hein, prends le temps et bienvenue à vous. Bonsoir le raid. On est en train, hop, j'arrive. On était en train de parler un peu d'anatomie, parce qu'on parle de Mouvement Santé, qui est un projet participatif du CNRS pour essayer de faire un petit point sur la santé des Français et leur activité physique. Et bonsoir, bonsoir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle et je fais de la vulga santé. Et voilà. Je suis orthoprothésiste dans la vie, paramètres, tout ça. Et j'ai aussi fait staff, enfin bref, dans le sport et tout. Donc bienvenue à vous. Et du coup, voilà, je ne sais plus ce que je disais. En tout cas, bonsoir, soyez les bienvenus. Oui, un chat qui roupille, ouais. Il y en a 2, des fois ils sont tous les 2 là, mais là, il est tout seul. C'est le Tidjo. Voilà, je vous présente Tidjo. Hein. Ça s'écrit vraiment Tidjo. Hop. C'est la vraie orthographe. Hein. C'est pas un petit surnom. Il a des surnoms, hein. Titi, Bébé Joe, voilà. Mais son vrai nom, c'est ça. Et l'autre, c'est Asia qui doit se cacher dans la chambre, peut-être. Elle doit être en train de roupiller sur le lit tranquille. Donc voilà, donc là, on était en train de parler de pieds. J'espère que vous n'avez pas de phobie des pieds. Parce que je vois Poloche qui nous parlait de son entorse grave de la cheville. Et du coup, je disais que le pied, souvent, on oublie à quel point c'est vraiment une construction hyper... au niveau biomécanique, au niveau articulaire, au niveau même là, il n'y a pas les muscles, mais on pourrait regarder les muscles aussi, il y a plein de petits muscles, etc. Ça porte tout le poids du corps et c'est hyper, hyper important. Ça prend des charges de ouf et ça résiste à ces charges-là, quoi. C'est ça qui est, je trouve, hyper impressionnant quand on regarde le pied, c'est qu'il y a tous ces petits os, donc là, on est sur les tarses, tous ces petits os, les longs, ce sont les métatarses, et ensuite, vous avez les phalanges des orteils. Et voilà, et je trouve ça hyper impressionnant, et souvent, on délaisse un peu nos pieds, alors que c'est notre premier contact avec le sol, hein, sauf si vous marchez sur les mains ou si vous êtes en fauteuil. Mais voilà, c'est un élément de liaison, on va dire, qui est quand même on ne peut plus important, quoi. Enfin, c'est une main qui n'a pas eu de chance sur le pied. Alors, le paradoxe, c'est que ouais, je sais pas si on peut voir ça comme ça, mais le fait que nos orteils soient alignés, si on compare aux singes, c'est un vestige fœtal. En fait, pendant l'évolution du fœtus, alors Poloche, si t'es toujours là, n'hésite pas à me contredire si je dis des bêtises, mais pendant l'évolution du fœtus, en fait, la première phase que les singes, eux, ont un pouce préhensible au niveau du pied. Donc, pourquoi nous, on l'a pas? Parce que, au niveau biomécanique et de la bipédie, c'est plus efficace comme ça. Mais bon, ils ont à la base, les singes ont à la base, et ce sont quand même nos ancêtres, ont à la base ce pouce préhensible au niveau des orteils. Et le fait qu'on ait les orteils alignés, en fait, c'est un vestige fœtal, c'est-à-dire que chez les primates, à la base, les orteils sont alignés, puis il y a le pouce va venir se décaler sur le côté, s'abducter pour devenir un pouce préhensible. Donc nous, en fait, c'est pas qu'on a évolué pour avoir un pied avec les orteils tout alignés, c'est le contraire, c'est on a gardé ce vestige-là fœtal qui était à la base, les orteils sont alignés. Bref, je sais pas si c'est pas clair, dites-le moi. Hein. Mais je trouve ça assez rigolo qu'en fait, c'est pas une évolution, mais plutôt on a justement stoppé l'évolution au niveau fœtal pour garder nos orteils tout alignés. Bref.
L'une des rares choses, ça serait chauffe sans qu'on lui demanderait. Ouais, après, c'est les os c'est les pieds en forme. Les os. Pourquoi ça me fait ça? Mais après, ouais, si on veut regarder au niveau musculaire, c'est pareil. Il y a plein de petits muscles dans le pied. Il y a plein de fascia aussi, hein, la voûte plantaire. Enfin, vous voyez, il y a plein les courts fléchisseurs. Hop. Alors, comme au niveau des doigts, on voit qu'au niveau des orteils, il n'y a pas de muscles au niveau des orteils. Hein. Là, on est au niveau des orteils. Il y en a au niveau, par contre, des métatarses, mais il n'y en a pas au niveau des orteils. Et c'est pareil au niveau de la main. Vous n'avez pas de muscles dans les doigts. En fait, ce sont des longs tendons qui vont tirer sur les doigts, mais hop, j'essaie de bien vous le montrer. Mais vous voyez, au niveau de vos doigts, on ne voit pas de trucs rouges, on ne voit pas de muscles. Par contre, on voit bien tous ces tissus, tous ces tendons très longs blancs qui sont en fait la continuité d'un muscle. Hein. Au bout, il y a bien un muscle, donc il y a quand même des muscles qui bougent vos doigts, mais dans vos doigts, c'est de la peau, c'est un petit peu de gras, mais il n'y a pas de muscle. Voilà pour l'autre anecdote. Bon, j'essaye de me présenter depuis que tu m'as proposé de le faire, mais je suis nulle pour ça, alors voici en vrac. Benjou, animaux, vulga, dessin, YouTube depuis 10 ans. Je fais moins de vidéos, vulga maintenant, mais toutes les semaines sur Twitch pour du dessin et du gaming, mais je parle toujours plus ou moins d'animaux. Voilà, bah écoute, c'est une très bonne présentation en vrac. Donc n'hésitez pas à aller suivre Castor Bowser surtout. Et bonsoir Croc, comment ça va? Et les articulations des doigts de pied ne se font pas dans le même sens, non? Et les articulations des doigts de pied ne se font pas dans le même sens. Bah, tu peux griffer avec tes orteils comme tu peux faire ça avec tes doigts. Avec tes orteils, tu peux faire ça. Donc en fait, dans le même sens, ça dépend ce que tu entends dans le même sens. Parce que il est vrai que en ce qu'on appelle la position anatomique de référence, on a les mains. Là, vous voyez la paume de la main, elle est, on va pas bien voir, bien sûr. La paume de la main, elle est dirigée vers l'avant. Bonne soirée, Castor Moser, à bientôt. La paume de la main est dirigée vers l'avant, mais votre main, vous avez ce qu'on appelle la pronosupination. Donc, en fait, on peut pas vraiment dire que c'est pas dans le même sens. Après, par rapport aux singes, j'avoue que je suis pas spécialiste des articulations chez les singes, donc je dirais, j'ai pas envie de dire de bêtises. Très clair, entre le refroidissement et la... Ah oui, je pense pas, même si les pieds n'ont pas obtenu ce qu'il y a de mieux. Après, moi, j'aurais voulu décousiner les chaussons et les griffes rétractables. D'ailleurs, il faut qu'on reprenne la lecture, mais je pense que ce sera en juin de la reprise de la lecture de Comment nous sommes devenus bipèdes de Christine Tardieu. Voilà, je cherchais le nom de famille tout à l'heure, j'en parlais avec mon kiné. Tout. Ça avec les orteils. Je fais tellement jamais, j'avais oublié. Moi, j'aime bien, mais après, je sais que certains détestent, ça leur fait bizarre, mais j'adore quand il y a un truc par terre, je vais essayer plutôt de le choper avec les orteils, justement, pour me le ramener, plutôt que de me baisser. Ça m'amuse beaucoup, en fait. C'est parce que ça m'amuse, hein, parce que sinon, c'est plus rapide de se baisser, mais oui, ça fait super longtemps. Ouais. Le résumé, je pense qu'il va y avoir un épisode résumé des épisodes précédents, et après, on repartira dans la lecture. Enfin... Surtout que là, on est plutôt sur la fin. Ça, je suis en train de changer d'un médicament. J'espère que je n'aurai pas trop d'effets secondaires et qu'ils fonctionneront. On va croiser les doigts pour toi. Donc, on a encore digressé. Tout à fait normal. Donc oui, cet exercice d'équilibre, où vous croisez les doigts, je ne sais plus si je l'avais montré. Hop, oui, je l'ai montré parce que j'avais coupé le son. Exercice d'équilibre, vous faites le test yeux ouverts, yeux fermés, et si vous voulez tester la mâchoire, ça c'est en plus, c'est pas le test du CNRS, mais si vous voulez vous amuser à ça pour tester votre capteur postural qu'est la mandibule, donc les dents, vous serrez les dents et vous regardez si c'est plus facile de tenir en équilibre ou pas.
Et si c'est plus dur de tenir en équilibre, d'enfermer, pensez à consulter. Voilà. Parce que normalement, ça doit être plus simple. Autre test, un autre test de coordination dit de frappe des plaques. OK. Donc, il vous explique comment mettre le test en place et tout. Donc là, on fait le tour de tous les tests un petit peu pour vous montrer que c'est faisable. Alors, il faut avoir quelqu'un pour pouvoir chronométrer, donner les tops, compter, etc. Donc, il faut être 2 pour faire les tests. Mais ce sont des tests qui sont faisables chez vous. Voilà, et ça, c'est le plus important, avec du matériel très simple. Vous voyez, des feuilles de papier, un petit peu de scotch. En fait, vous allez voir comment se déroule le test. C'est pour ça qu'il faut le scotch, parce que vous allez venir poser la main au milieu et venir faire les allers-retours. Il faut en faire 25 le plus rapidement possible. Et donc, tout ça, ça va être chronométré. Et du coup, voilà, il faut que ça tienne, quoi. Mais si c'est pas des feuilles, tant que les distances sont respectées, que les cibles font à peu près la même taille et que ça bouge pas, ça passe aussi. Vous avez encore une fois les consignes dessous avec la petite fiche qui explique le but, comment le faire, la mise en place, etc. Il propose alors le sixième test qui s'appelle le test dit hand grip ou de force de préhension manuelle. C'est un test qui est facultatif car il nécessite de disposer d'un dynamomètre et on n'a pas tous un dynamomètre chez soi. Donc voilà, et il est destiné à évaluer votre force musculaire de préhension. Donc voilà, là c'est simplement, vous avez l'appareil qui est le dynamomètre. On vous explique quand même dans quelle position, parce que l'idée c'est que ce soit comme tout test. En science, on veut qu'il soit reproductible, donc il faut quand même qu'on soit à peu près tous dans les mêmes conditions de départ. Il y a les mêmes tests pour les pieds. Non, je crois pas. Je crois pas du tout. Mais je suis très forte en appréhension. Oh, donc ouais, ça c'est plutôt un test. Alors éventuellement, si vous allez voir régulièrement un kiné, souvent les kinés peuvent avoir ce genre de choses pour mesurer la force. Encore pareil, il y a l'explication, la fiche de consigne qui est en dessous. Hop, je reviens à l'exercice que j'ai volontairement mis de côté, qui va nous permettre de digresser. Ce sont des tests, pourquoi ? En fait, ce sont des tests, c'est Mouvement Santé, qui est un projet participatif qui est mis en place par le CNRS. Ils vont faire une étude sur le long cours de différents volontaires participants. Les données recueillies sont anonymes. C'est nous-mêmes qui faisons les tests et qui complétons les questionnaires et qui envoyons les réponses et tout ça, les résultats, via une connexion sécurisée. On peut se connecter ici et s'inscrire. Et du coup là, ce sont les tests à faire. Et les questionnaires et les tests vont pouvoir être faits plusieurs fois au début et puis un peu plus tard. Et puis comme ça va pouvoir aussi suivre la progression de la personne tout au long de son inscription à l'expérience Mouvement Santé. Donc, chaque test a une visée de regarder la force musculaire, la coordination, l'équilibre, la vitesse. Et là, celui que j'avais laissé de côté, c'est le test de souplesse. Ce test permet de mesurer la mobilité de votre rachis lombaire. Il peut se réaliser debout ou assis. Je vais vous montrer le test et puis je vais vous dire un petit peu ce que je critique un petit peu dans ce test. Donc, vous êtes jambes tendues debout et vous essayez de toucher soit les genoux, le plus bas que vous pouvez en fait, les orteils et même devant, point au sol. Donc là, ils expliquent les différents niveaux. C'est un test aussi qu'on peut faire et qu'on va regarder en fait la distance doigt-sol. Effectivement, ce test-là permet de regarder un petit peu la souplesse. Mais quand
on a de plus petites mains, moins d'effets de levier, moins de données de force au dynamomètre. Je sais pas, je pense pas que ça a trop de rapport par rapport au dynamomètre. Après, parce que là, sur le court bras de levier, je pense que ça change pas grand. On a le droit de plier un peu les genoux. Moi, sinon, mes jambes tremblent et me font méga mal. Alors justement, ils disent qu'on peut le réaliser ici, debout ou assis. Et en fait, c'est ce test-là, dire que c'est un test qui va mesurer la mobilité du rachis lombaire. Je vais vous montrer où c'est le rachis lombaire. Je suis pas vraiment d'accord. Et pourquoi, justement, Hippologe, ta réflexion, elle est très bonne. Pourquoi, justement, parfois on a mal? Pourquoi on tremble de partout? Qu'est-ce qui va limiter ou pas cette mobilité? Et pourquoi dire que ça permet de regarder? Alors, la souplesse, oui, un petit peu, mais encore une fois, on va voir qu'il y a quelque chose qui peut limiter, qui n'a rien à voir avec la souplesse. Et pourquoi dire que ça parle du rachis lombaire? C'est pareil, je trouve que c'est un petit peu moyen. Alors, quand vous êtes assis, ça sera un petit peu plus vrai, encore que. Le rachis lombaire, je vais revenir sur mon logiciel. Le rachis lombaire, en fait, les lombaires, ce sont les 5 dernières vertèbres de la colonne vertébrale. Hop, juste après, on passe aux vertèbres thoraciques. Donc, c'est vraiment le bas du dos. Sauf que, quand vous vous penchez vers l'avant, il y a plein de choses qui vont s'incliner aussi. Vous penchez jambes tendues. On va partir du fait d'être jambes tendues. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre ici parce qu'on a un petit peu l'os, ça c'est le fémur, la partie haute du fémur. Donc on a la hanche. Bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que votre dos qui va se plier. Alors bien sûr, ça va se courber au niveau cervical, au niveau thoracique, puis au niveau lombaire, mais c'est aussi au niveau de vos hanches que ça va se baisser. C'est votre bassin qui va basculer vers l'avant. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Hein. S'il faut que j'essaye de faire un schéma, même si je suis pas très douée en schéma, je me tente, je me risque. De toute façon, avoir une petite vidéo après de major movement, même si je me sers pas tellement de son contenu pour voilà, des raisons que j'ai déjà évoquées et que je ne réévoquerai pas. Mais je trouve que voilà, il y en a certaines qui sont quand même à garder et qui sont intéressantes. Donc en fait, c'est pas que le rachis lombaire, c'est pas que les lombaires qui vont bouger à ce moment-là, et que limite, là où va se faire vraiment le côté souplesse, c'est pas tant dans la colonne vertébrale, même si bien sûr le fait de pouvoir fléchir la colonne vertébrale va être important, mais presque plutôt au niveau du bassin qui va bouger vers l'avant, qui va faire une flexion en fait au niveau de la hanche, quoi. Ah, Marmeto aime énormément me faire ça, et apparemment il y aurait rigidité entre de lombaire et le sacrum. J'y crois, ou un truc, je crois, ou un truc comme ça. Alors tu peux avoir de la rigidité effectivement au niveau des lombaires pour X ou Y raison. Tu peux avoir même des vertèbres qui vont venir se souder parce que plus de disque, le disque est complètement foutu et ça finit par être contact. Ce qui est presque moins douloureux que d'avoir un disque qui est mal en point, paradoxalement. Parce qu'on a des petits coussins entre les lombaires qu'on appelle des disques intervertébraux. Alors on ne voit pas malheureusement sur cette vue-là. Mais tu peux avoir de la rigidité, ça peut être lié à plein de choses, ça peut être lié donc, à de l'arthrose, à plus de disques, à une rigidité parce que les muscles sont raides, ça peut être plein de raisons diverses et variées, quoi. Je peux toucher le sol, jambes tendues, mais j'ai la souplesse d'une planche. Oui, quand on est hyperlaxe, c'est sûr que je me rends compte qu'elle prévoit ses dégressions à l'avance, en fait. Celle-ci, je l'avais prévue à l'avance, ouais. Avec, après, spondylarthrite ankylosante. Ah oui, bah oui, forcément, j'avais... Oui, avec une spondylarthrite ankylosante, ce serait vraiment étonnant que ce soit très mobile. Oui, de fait, oui. Parce qu'ankylosante, tout est dans le terme, dans le terme. Ok. Donc oui, c'est... Et coucou Lox, comment ça va?
Et pour te répondre avec plaisir, pour te répondre vite fait, en bref, mais on en reparle. J'espère que tu vas bien en tout cas. Et je crois que je me suis j'ai dû m'endormir sur ton live hier soir. Je sais plus ce qui servait, ou dimanche soir, je sais plus. C'était hier soir, je crois. Donc, je sais plus ce que je disais. Du coup, ça m'a perturbé. Oui, quand vous vous penchez en avant, en gros, c'est pas seulement votre dos qui se penche en avant. C'est de toute façon, encore une fois, comme toujours, comme ce que je vous dis souvent, les choses sont souvent un peu plus complexes qu'elles ne paraissent. C'est pour ça isoler, c'est votre dos quand vous penchez en avant qui travaille. Non, il y a plein. Je suis perturbante. Il y a plein de choses qui se mettent en œuvre, plein de muscles différents qui se mettent en œuvre. C'est rarement un seul muscle qui va faire l'action. Donc voilà. Donc quand vous penchez, c'est également le cas. Donc là, déjà, premier truc, mesurer la mobilité du rachis lombaire, moyen. Après, quand vous vous penchez en avant, donc je vous ai dit, c'est au final beaucoup le bassin qui va s'incliner. Or, votre bassin, je vais enlever certains muscles, on va enlever les fessiers, hein, et oui, je peux enlever les fessiers si je veux. Il y a des muscles qui vont être très importants quand le bassin va justement basculer en avant. Donc là, je ne sais pas si vous comprenez bien comment on est sur le côté. Donc là, il y avait les fesses avant que je les retire, les grands glutéaux. Hein, ça s'appelle le glutéal. Les fessiers, si vous voulez faire cool, vous dites c'est pas un fessier, c'est un glutéal. Voilà, ça fait un peu plus soutenu, hein, et je sais pas si c'est plus classe. En tout cas, c'est très bizarre, mais mais voilà, si vous voulez pas dire fesses, vous dites glutéal. Bref, quand le bassin va venir vers l'avant, quand vous inclinez vers l'avant, quand vous faites une flexion de hanche, il y a des muscles qu'on appelle les ischio-jambiers, qui sont en fait 3 muscles. Vous avez le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Tout ça, ça fait les ischio-jambiers. Ces muscles-là viennent, je vais en prendre un en particulier, viennent s'insérer sur le bas de la hanche, le bas de votre bassin, qu'on appelle l'ischion. Donc là, le but, c'est que quand vous penchez en avant, cette partie-là, elle aille vers l'avant, mais quand ça va aller vers l'avant, votre ischion, lui, va s'élever aussi. Donc ça va faire quoi? Ça va tirer sur ce muscle-là. Donc tous vos ischio-jambiers, qui s'appellent ischio-jambiers d'ailleurs parce qu'ils sont attachés à l'ischion et qu'ils appartiennent à la jambe. Donc tous ces muscles-là, bah forcément, s'ils sont un petit peu raides, si vous... Voilà, ça va limiter cette flexion-là vers l'avant. Donc ça n'a rien à voir avec la souplesse au niveau du dos. Bien sûr qu'au final, c'est, on va dire, toutes les articulations, toutes les différentes souplesses que vous avez dans le dos, que vous avez dans les lombaires, que vous avez au niveau de l'ischio-jambier, que vous avez toutes ces articulations-là cumulées, toutes ces souplesses-là cumulées qui vous permettent ou pas de descendre plus ou moins. Donc ça, c'est déjà un facteur, il y a déjà ce facteur-là qui est limitant, les ischio-jambiers. Donc, si vous êtes assis, quand vous allez être assis, bah, au final, vous allez shunter les ischio-jambiers parce qu'ils vont être relâchés. Alors, parce que les ischio-jambiers sont reliés à l'ischion, mais aussi au tibia. C'est ce qu'on appelle un muscle biarticulaire. Donc, quand vous allez être assis, oui, il y aura une flexion de hanche, donc ça va tirer un peu, mais vous serez en flexion aussi de genou. Et du coup, ça va détendre l'ischio-jambier. Le fait de fléchir le genou, ça va raccourcir le muscle et donc ça va éviter de le tirer. Dites-moi si c'est pas clair. Si c'est pas clair, encore une fois, je peux essayer de faire un petit dessin. Il y a un troisième facteur limitant. Et c'est là où je vais faire appel à mon joker major mouvement.
qui va vous parler de ce troisième facteur qui est un facteur nerveux. Il y a un nerf aussi qui peut vous limiter. Et c'est peut-être ça qui se passe pour toi, Poloche. Après, tu vas voir, il va proposer des petits tests pour voir est-ce que potentiellement c'est justement le nerf sciatique le sciatique, exactement, Karim, qui est limitant ou pas. Donc je vous propose qu'on regarde ça. Hop, je vais réactiver le son. Et avec son cinéma 3D, son fleuriste et j'ai passé un peu parce qu'il dit beaucoup de bêtises au début. Qui va te permettre de comprendre pourquoi certaines structures anatomiques très très proches t'empêchent de te pencher en avant et comment tu peux les travailler. Donc il y a deux structures qui sont hyper proches. Les ischio-jambiers qui partent de la base de l'ischio, donc ça c'est ce que je vous disais, sur la face postérieure de la cuisse limitants. Et qui vont s'insérer à la face postérieure de la jambe. Le rôle des ischio-jambiers, c'est de faire extension de jambe et flexion de genou. Principalement, c'est surtout les muscles lors de la course, lorsque tu vas tendre la jambe grâce au droit fémoral et au psoas, flexion de hanche, extension de genou grâce au droit fémoral. Il y a eu un petit mot qui est pas passé, Karim, mais un astérix. Mais oui, le sciatique de ses morts, ouais. Lorsque tu vas venir griffer le sol pour un sprint, qui vont être vraiment explosifs pour justement mettre de l'explosivité, mettre de la vitesse. C'est pour ça que tu regarderas, les sprinteurs ont souvent à la fois des très très gros quadris, mais surtout des ischio-jambiers énormes et des fessiers énormes. Parce que là, en fait, ce muscle, l'ischio, il va amener, de par son insertion, le fémur vers l'arrière, mais aussi de par son autre insertion, parce qu'il est biarticulaire, comme je vous le disais. Donc, il amène le fémur, qui est le muscle l'os de la jambe. Si je commence à vous dire des bêtises, ça va pas le faire. Qui est l'os de la jambe. Il va amener le fémur par rapport au bassin vers l'arrière. Mais si on prend en compte le fait qu'il s'insère aussi sur le tibia, eh ben, en tirant le tibia vers l'arrière, il va faire une flexion de genou. Donc, il est biarticulaire au niveau du genou, au niveau de la hanche. Postérieure de la jambe et de la cuisse. Mais il y a une autre structure, parce que souvent les gens, quand ils se penchent en avant, ils pensent qu'ils ont du mal à descendre postérieur à cause des derrière. ischio-raides. Mais il y a une autre structure qui est très proche, c'est le nerf sciatique. Le nerf sciatique, il sort, comme toutes les racines nerveuses du cerveau, du crâne, par le biais de la moelle épinière, qui va descendre le long du canal rachidien, au niveau de la vertèbre lombaire numéro 5. Canal rachidien, c'est le trou que vous avez... hop. Les vertèbres, comme ça, on dirait que c'est des gros trucs tout fermés. Et en fait, quand on prend une vertèbre, vous regardez, derrière, vous avez un trou. Et c'est par là, par ce trou-là, que passe la moelle épinière. Et sur les côtés, vous avez aussi des petits trous desquels vont sortir les différentes racines nerveuses. Donc, le trou à l'arrière, c'est le canal rachidien dans lequel vient se glisser la moelle épinière. Et sur les côtés, vous allez avoir justement les racines des nerfs qui vont sortir. L5, le L5 et le S1, c'est de l'enfer. C'est la sciatique. Après, c'est toujours... comme il y a des racines qui sortent un peu partout, ça va être l'enfer un peu partout. Après, c'est vrai que comme L5, S1, en fait, on est à ce niveau-là. On est au niveau de ce trou-là, au niveau de ce trou-là, et peut-être de celui-là. Enfin bref, on est par là. C'est des régions qui sont très sollicitées et où potentiellement il peut y avoir une hernie discale. Donc le disque, qui est normalement le petit coussin qui est ici, qui vient appuyer sur la moelle épinière et la racine surtout derrière, et qui peut faire très très mal. Ouais. Ah ouais, comme c'est une région qui est vraiment faite, les lombaires sont vraiment là pour encaisser la charge, quoi. Ce sont des vertèbres qui sont faites pour. Si on prend une vertèbre lombaire, donc là c'est une vertèbre lombaire, et on regarde une vertèbre thoracique, on voit qu'elles n'ont pas tout à fait la même forme. Et parce qu'elles n'ont pas tout à fait la même fonction non plus. Et même les vertèbres cervicales, alors je ne vais pas prendre les toutes premières, non, c'est 4. On voit que les cervicales, c'est pareil, ils ont encore une autre forme, parce que sur les côtés, on va avoir ici un autre trou pour faire passer les vaisseaux sanguins. Donc, chaque vertèbre a aussi est un petit peu différente physiquement, parce qu'elles ont un objectif biomécanique différent. Donc, et le but des lombaires, c'est vraiment d'encaisser la charge. Mais bon, il y a des fragilités, quoi.
et la vertèbre sacrée numéro 1, il y a l'émergence du nerf sciatique qui va sortir. Donc juste là, elle va descendre le long des fessiers, au niveau de l'ischio, suivre les ischio-jambiers de la face postérieure de la cuisse, face postérieure de genou, face postérieure de mollet, dans le talon et dans le pied. Donc en fait, les deux sont des structures. C'est pour ça que quand vous avez une sciatique, ça peut descendre très 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 bas. Vous pouvez avoir mal dans la fesse très fort, mais aussi jusque dans le pied. Donc soyez pas étonnés. Postérieure. Lorsque je vais venir me pencher en avant, je mets en tension mes structures postérieures. Et sont bien malin celui qui est capable de faire la différence dans sa limitation, le si nerf, c'est ses ischio-jambiers ou c'est son nerf sciatique qui le limite. Alors on peut déjà avoir un petit indice avec la tête. Si par exemple vous êtes ici et que vous êtes limité, si vous amenez la tête en arrière et que vous pouvez descendre plus bas, c'est que vous avez réduit la tension neurale. Et donc ce qui vous limitait à ce moment-là, c'était une mise en tension neurale. Si vous êtes capable... Est-ce que ça c'est clair? Donc en gros, ce nerf sciatique, si on prend compte que la moelle épinière, il sort directement de la moelle épinière, donc toute tension sur le trajet de la moelle épinière va faire une tension sur le nerf sciatique, potentiellement, le simple fait de lever la tension à un endroit, que ce soit au niveau de la moelle épinière, ou on va voir qu'il y a un autre endroit aussi où on peut lever la tension sur le nerf sciatique, ça va baisser la douleur. Donc là, il était en flexion à la base, hop, il était en flexion complète. Donc la tête était penchée vers l'avant aussi. Donc là, ça fait grosse tension de partout. Par exemple, vous êtes ici et que vous êtes limité. Si vous amenez la tête en arrière et là, en amenant la tête c'est que vous avez en arrière, réduit la tension neurale et donc ce qui vous limitait à ce moment-là. Mon nerf n'est plus assez efficace pour une perte de sensibilité le long de la jambe jusqu'au petit orteil. T'as consulté pour ça? Parce que perte de sensibilité, c'est quand même pas anodin. Enfin, j'espère que t'es suivi pour ce truc-là, parce que c'est peut-être une hernie discale qui vient appuyer un petit peu trop fort. Et du coup, perte de sensibilité, c'est quand même pas tip top, quoi. C'est super intéressant. J'étais pas d'accord avec des potes qui considéraient qu'il fallait jamais se baisser en avant pour toujours utiliser les jambes pour se baisser. Je leur disais que vraiment, c'est pas si simple selon les gens et que pour ma part, je suis plus à l'aise en alternant. En fait, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise position. Alors pour le coup, ça c'est aussi Major Movement qui le disait. En fait, tu peux très bien porter quelque chose, enfin aller chercher un truc au sol, jambes tendues, à partir du moment où tu as les muscles du dos qui te permettent de le faire et qui t'évitent de te faire mal au dos. Mais dire qu'à chaque fois, il faut forcément baisser pour porter avec les jambes. Alors si on regarde biomécaniquement, effectivement, plus tu vas avoir la charge plus proche de toi et le dos droit, potentiellement, c'est peut-être ce qu'il y a mieux, machin. Et en fait, déjà, dans la vraie vie, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et en plus, c'est pas forcément vrai que c'est vraiment pas bon de le faire sans plier les jambes ou quoi. C'est vraiment fonction, encore une fois, de est-ce que si t'as le dos assez fort pour porter les choses pour attraper quelque chose sans plier tes jambes, tu peux le faire. En fait, c'est toujours pareil, si ça te fait pas mal, je vois pas pourquoi ce serait forcément de fait mauvais. Après, je fais un très gros raccourci, quoi. Et c'est une réponse qui sera propre à chacun. Mais c'est vrai qu'on apprend, on dit dans les trucs de médecine du travail, etc., porter les charges avec les jambes et tout ça, nanan. C'est peut-être un peu plus vrai sur des vraies charges lourdes, mais au final, oui, j'ai vu un euro 9 mois après. 9 mois après, non mais alors, pour les Karim bis, à partir du moment où vous avez une perte de sensibilité et ou de motricité, notamment, que ce soit les bras ou les jambes, qui arrivent d'un coup en particulier, mais qui est là, vous consultez direct. C'est potentiellement une urgence médicale. Parce qu'effectivement, 9 mois après, malheureusement, Karim, et je pense que peut-être que c'est ce que tu as dit, le neuro que tu as consulté, il est trop tard. La compression, ce qui venait compresser ton nerf, c'est-à-dire ton hernie discale qui venait compresser ton nerf et qui a engendré la perte de sensibilité, même si on la levait 9 mois plus tard, malheureusement, le mal est fait. Alors que si ça avait été fait en urgence, peut-être qu'il y aurait pu avoir une récupération.
En gros, j'ai une hernie discale avec une déchirure de tissu adipeux au niveau du rachis vertébral. J'en ai fait une hernie discale malaise. Waouh. Je suis allée chez mon généraliste qui a pris rendez-vous en urgence, 9 mois d'attente. Ouais, non, c'est pas un rendez-vous. En fait, moi, ça me rend un peu dingue parce que je sais pas si effectivement, dans ton cas particulier, parce qu'encore une fois, ce que je dis, ce sont des généralités et ça aurait été la solution et c'est ce qui aurait été proposé à ce moment-là, mais des symptômes nerveux comme ça, de perte de motricité, de perte de sensibilité. Alors, je parle pas de je me suis assise sur ma main et je la sens plus parce que j'ai des fourmis dans la main. On parle pas de ça, mais c'est potentiellement des urgences. Parce qu'effectivement, si tu ne lèves pas ce qui vient compresser le nerf, si c'est une compression, il peut y avoir une perte définitive. Donc, c'est quand même pas anodin. Donc là, effectivement, 9 mois d'attente. Alors, ils ont peut-être considéré que comme c'était pas moteur, on s'en foutait. Je suis désolée, la sensibilité, ça sert un petit peu parce que accessoirement, la sensibilité permet aussi de se stabiliser, d'avoir des sensations, un retour sur son environnement qui est quand même pas dégueulasse pour se mouvoir dans ce même environnement, quoi. C'est que le médecin neurologue m'a dit fallait venir avant. Lol, bah oui, moi j'étais chaud, bah ouais. Ouais. Bah, limite, en fait, c'est pour ça que je vous le dis, parfois, il faut pas hésiter. Là, tu vois, par exemple, peut-être, je sais pas si ça aurait changé quelque chose. J'espère que ça aurait été la réaction, mais d'appeler c'est le 112, le numéro des urgences, pour avoir un avis médical direct. Parce que là, le médecin qui prend rendez-vous en urgence et que c'est 9 mois d'attente, non, c'est pas en urgence, ça, on est d'accord. Et aussi, quand vous allez aux urgences, en urgence, pour vous êtes, je sais pas, fait mal à la cheville ou au bras ou n'importe, prenez aussi tout le temps vos examens avec vous, ramenez vos examens avec vous à la maison et n'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec, cette fois-ci, du coup, plus dans un contexte d'urgence, mais pour avoir un deuxième avis avec votre médecin traitant ou selon ce que vous avez eu, prendre contact. Je sais pas si vous êtes pété le bras et que vous avez, vous connaissez un kiné ou j'en sais rien, peu importe, de prendre un deuxième avis. Parce que malheureusement, peut y avoir des urgences qui ne sont pas traitées en urgence et voilà, des choses qui peuvent être... Après, c'est malheureusement le système de santé qui ne va pas très bien aussi qui entraîne ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler le 112 parce qu'au pire des cas, vous aurez... c'est le 112 ou le 115 ? C'est le 112. Dans tous les cas, vous aurez au pire, ils vous réaiguilleront vers un médecin généraliste si jamais c'est pas considéré comme une urgence et à bien ressortir avec vos examens quand vous êtes allé aux urgences. Demandez, exigez vos examens si on vous les donne pas naturellement. Normalement, on vous les donne, mais parfois c'est pas le cas. Donc radio, écho, bilan sanguin, tout, vous ressortez avec. Voilà. Petit conseil au passage, ça fait pas de mal. C'est comme pour mon embolie pulmonaire et mon artère bouchée, le SMUR 14 m'a dit d'aller à l'hôpital en urgence via les transports en commun. J'étais en pronostic vital engagé. Ouais, c'est... Après, c'est encore une fois, c'est compliqué parce qu'on n'a pas un système qui va bien. Puis en plus, selon la région où vous allez être, selon le lieu où vous résidez, forcément, les prises de décision vont pas être les mêmes, quoi. Donc ouais, c'est malheureusement, ça paraît étonnant, mais je suis pas si étonnée que ça. Allez, on repart sur du coup ce truc de sciatique. Donc j'espère que vous avez que c'est clair, hein, cette histoire de le nerf, en fait, oui, il sort au niveau de la colonne, mais en fait, comme il est issu de la moelle épinière qui court tout le long de la colonne vertébrale, forcément, si vous tirez sur la moelle épinière, vous tirez sur le nerf sciatique et vous pouvez avoir de la douleur. Pour réduire cette douleur, il faut moins tirer sur la moelle épinière. Donc, par exemple, en mettant la tête en arrière, faisant une extension au niveau des cervicales, ça va
baisser un peu la tension C'était au une mise en niveau tension de la neurale. moelle Si vous épinière. êtes capable de descendre plus bas, ce qui vous limitait jusque-là en tension neurale, vous l'avez un peu récupéré au niveau des cervicales. Mais ce que je vais vous montrer, ça se passe au sol. Vous voyez, c'est c'est comme lorsque ça vous qu'on peut êtes tester. allongé au Poloche, sol, il était et toujours là. justement, Tu vois, c'est le comme ça nerf que tu peux sciatique, tester. il va Et il y a une au-delà autre du genou, possibilité. au-delà de la cheville. Donc, si vous êtes limité sur la flexion et que vous allez réduire la mise en tension neurale en limitant la tension au niveau du nerf sciatique. Ouais, c'est pareil, quand il fait son extension de pied, bah en fait, le nerf qui allait jusqu'au pied, eh ben, ça va libérer un peu de tension. Et du coup, bah lui, il va être plus content. En faisant une flexion plantaire de cheville et que vous arrivez à descendre plus bas, eh bien ça veut dire que vous avez diminué la tension au niveau du nerf sciatique et à ce moment-là, ce qui vous limite, Qu'un nerf, c'est pas élastique en fait. C'est donc pour un ça nerf, c'est que pas lorsque élastique. vous allez Donc chercher il à n'aime pas être descendre mis en tête tension. enroulée, thorax enroulé, lombaire enroulé et que vous allez chercher Ça, c'est maximum de mise en tension neurale. Donc là, on voit bien, ça tire de partout. Il tire le nerf de partout, partout, partout. à descendre tout droit en ramenant la pointe des pieds, vous allez plutôt sentir que ça tire dans le bas du dos. Or, les ischio-jambiers ne s'insèrent pas dans le bas du dos. Ce que vous ressentez à ce niveau-là, c'est un étirement de toute la moelle épinière, principalement sur un de ses nerfs principaux, qui est le nerf sciatique. Si à l'inverse, je réduis la tension au niveau de la moelle épinière, je peux descendre un peu plus. Je réduis la tension au niveau du nerf sciatique, au niveau des pieds, je peux descendre un peu plus. Et même si je viens chercher un peu d'extension au niveau lombaire, je peux descendre un peu plus. C'est donc comme ça que vous pouvez voir que parfois deux éléments très très proches peuvent avoir quasiment le même trajet, mais finalement, pour pouvoir venir chercher une sensation d'allongement principal, c'est l'élément qui va être le plus court qui va vous limiter, que ce soit l'élément nerveux ou l'élément musculaire et tendineux. Donc, comment est-ce que je fais pour gagner là-dessus? Vous l'avez vu en début de vidéo. Eh bien, s'il y a un muscle, on va plutôt l'étirer. Vous avez vu, notamment, je vous l'avais montré ici, le travail, comment est-ce qu'on peut gagner en étirement sur un muscle, plutôt sur du renforcement musculaire. Alors, les étirements sur les muscles, en fait, il n'y a pas vraiment d'allongement de la fibre musculaire. C'est plutôt que les étirements vont amener le muscle à être plus... Les capteurs de la douleur, en fait, au niveau des tendons, vont être plus... de moins en moins sensibles, quoi. Ils vont se déclencher moins tôt. Donc, vous aurez une douleur moins tôt. Mais ça ne va pas étirer concrètement vos muscles. Mais le fait d'avoir mal plus tard va vous permettre de descendre un peu plus bas ou d'avoir un mouvement plus ample. Voilà. Mais c'est pas, on n'allonge pas le muscle. Donc là, il montre, il y a des vidéos de lui et même d'autres pour proposer des étirements. Il y a plusieurs types d'étirements, passifs et actifs, avec des inconvénients et des points positifs pour les deux. Les étirements passifs, donc c'est-à-dire vous vous mettez dans une position que vous maintenez. Alors, c'est plus doux, c'est plus rapide, mais par contre, c'est moins durable. C'est-à-dire que vous allez faire cet étirement, puis tout de suite après, vous allez réessayer, par exemple, de venir toucher le sol, jambes tendues. Vous allez peut-être réussir. Par contre, vous passez quelques, je sais pas, plusieurs dizaines de minutes, vous réessayez, et là, ça marche plus. Donc voilà, la durabilité, elle est moyenne, mais c'est pas mauvais de le faire. C'est doux, c'est rapide, ça peut être cool. En fait, si c'est agréable pour vous, n'hésitez pas à le faire. Et une technique active, c'est du renfort. C'est un peu moins rapide, par contre, c'est beaucoup plus durable au niveau de l'effet. Donc là, il y a des vidéos, des trucs où ils présentent des mouvements à faire qui permettent de faire de l'étirement actif, quoi. Et l'avantage, c'est que ça fait aussi du renforcement musculaire, ce qui est pas mal aussi. Musculaire en fin de course, eh bien le nerf, lui, il supporte pas du tout ce type de mouvement. Le nerf, plus tu le mets en tension, plus il va t'envoyer un message douloureux, et donc tes étirements, petit à petit, vont devenir contre-productifs, et plus tu vas étirer le nerf, et moins tu vas avoir d'amplitude. Le nerf, comment ça marche un nerf, et quel mouvement il faudrait faire pour ne pas se blesser? En fait, le nerf, c'est juste l'étirement, il aime pas la contrainte. C'est pas élastique, en fait. Autant il y a de l'élasticité dans le muscle, hein, c'est une de ses propriétés d'ailleurs, autant le nerf n'est pas élastique. Donc forcément, plus tu vas tirer dessus, moins il va aimer. En fait, il faut respecter son nerf. Donc après, quel mouvement ne pas faire pour pas se blesser? Bah là, par exemple, il ne faut pas forcer. Si la restriction elle est nerveuse, il ne faut pas forcer, quoi. Ça va juste faire encore plus mal, ça va être juste pire. Après, là, je crois qu'il va montrer des petits exercices qu'on appelle de neurodynamique, pour aider le glissement du nerf dans sa gaine. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le nerf, contrairement au muscle, n'aime pas être étiré
dans une zone douloureuse. Le muscle, plus tu vas l'étirer, plus tu vas le désensibiliser et moins il va t'envoyer un message de douleur. Donc plus tu t'étires, plus tu vas venir chercher loin et gagner en longueur. Le nerf, c'est l'inverse. Le nerf, il aime les petits bisous, il aime les petites sensations douces. C'est du mage en Si tu mouvement, tiens. l'étires et que tu lui fais mal, il va te Alors le ça, faire. le test de la SEG, c'est un test particulier justement pour tester le nerf sciatique. C'est pour ça qu'il met le test de la SEG en illustration. Payer ce bâtard. Et tu pourras aller de moins en moins loin. Et c'est pour ça que parfois, plus tu t'étires, moins tu gagnes. Ou la plupart du temps, pour être tout à fait franc, c'est plutôt tu vas t'étirer et tu vas avoir la sensation de ne pas réussir à gagner. C'est que la structure que tu es en train d'étirer, mon petit salaud, c'est pas ton ischio-jambier, c'est ton nerf sciatique. Et ton nerf sciatique, lui, ce qu'il aime, c'est les petits glissements. C'est écouter du Barry White. C'était un autre bien kiné tranquille on au a coin déjà du regardé feu une en se vidéo faisant aussi des de lui. petits glissements Aime tout en ton kiné. douceur. Donc si tu veux vraiment toucher le sol, si tu veux vraiment descendre et que tu as repéré grâce au test que je t'ai montré avec la modification de la flexion plantaire, que tu sens que ce qui te limitait, c'était ton nerf sciatique, mon petit pote, mobilise ton nerf sciatique tout en douceur. Mets-toi ton petit CD de Barry White et au passage, tu verras que ça diminuera peut-être ta douleur sciatique. Ne me dis pas merci, moi-même, j'aime beaucoup la douceur. Si tu veux étirer du nerf, c'est plutôt de la douceur qu'il lui faut. Il faut être un vrai gentleman avec ton nerf. Et donc pour ça, on va plutôt utiliser des techniques dites neurodynamiques. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que comme on a compris que ce nerf, Ça, tu il peux a le faire un assis point aussi. d'insertion au niveau des cervicales, tout le long du rachis, c'est un point de terminaison au niveau du talon, eh bien on va venir raccourcir d'un côté, mettre de la tension de l'autre. Raccourcir d'un côté, mettre de la tension de l'autre. On peut le réaliser entre 15 et 30 fois d'un côté, puis de l'autre. En faisant ça, tu vas donc tout en douceur mobiliser ton nerf sur des mouvements neurodynamiques, désensibiliser. Alors ce qu'il fait là, allongé, vous pouvez le faire sur une chaise. Vous pouvez le faire sur une chaise. Vous n'aurez pas du coup besoin de vous tenir la jambe. Vous êtes assis. Et vous faites talon, tête en extension. Ramenez pied pointe et flexion de la tête. En gros, vous faites ce qu'il fait là, mais assis sur une chaise, ça marche aussi. Ton nerf sur des mouvements neurodynamiques, Et ça va, voilà. désensibiliser ton En fait, nerf. là, ça va faire glisser le nerf parce que on va raccourcir d'un côté, allonger et tirer de l'autre, et en fait, ça va faire un dans la gaine. Et ça, il aime bien le petit nerf. Ce qui au passage va aussi désensibiliser ton muscle et te permettre de gagner en amplitude. C'est donc intéressant par exemple avant de faire tes séances de stretching de travailler spécifiquement ton nerf au lieu de toujours taper dedans et d'avoir des douleurs. Écoute, merci beaucoup. Ah tiens, il y a un truc que j'oublie toujours de te demander. C'est donc intéressant par exemple avant de faire... Quand on voit là dans la position, là vous voyez bien que ça travaille au niveau de la hanche. Il y a tout le dos aussi qui est articulé. Enfin, c'est vraiment pas que le dos qui permet de faire ça. Ça tire derrière parce qu'il y a les ischio-jambiers. Donc, séance de stretching, de travailler spécifiquement ton nerf. Il y a plein de limitations possibles à cette position. Écoute, merci beaucoup. Ah tiens, il y a un truc que j'oublie toujours de te demander. Si cette vidéo... Ne vous mettez pas... Ne vous mettez pas la rate au courbouillon si vous n'arrivez pas à toucher le sol. Déjà, essayez de voir est-ce que c'est éventuellement le sciatique qui vous limite. Donc avec les petits tests qu'il a mis. Alors je vous mettrai la vidéo encore une fois dans le Discord. Si vous avez besoin que je réexplique des choses, n'hésitez pas à me poser des questions. Je peux me tenter là pour faire un petit schéma. Je vais vous le mettre dans physiologie. Je regarde. Ah non, dans anatomie, on va mettre dans anatomie. Hop. Et dans sport santé aussi, comme ça. Hop. N'hésitez pas à poser vos questions, parce que je sais que c'est pas toujours simple de bien se représenter. Les ischio-jambiers, ça fait quoi? Pourquoi ça limite? Le sciatique, attends, mais pourquoi il fait ça? L'idée, si vous voulez, le petit tips qu'on peut donner dans ces cas-là, et c'est ça aussi qui est difficile, et c'est pour ça que j'utilise notamment le logiciel en 3 dimensions pour pouvoir tourner autour, c'est de visualiser les muscles comme des élastiques, de regarder où il commence, où il finit,
Et ça aide un petit peu à comprendre du coup, ah ouais, du coup, quand je vais bouger cet os-là, ça va le tirer, ou au contraire, quand le muscle il va se contracter, ah, ça va ramener l'os comme ça. Ça aide un petit peu. C'est pas facile, c'est un exercice un petit peu de mentalisation en 3D, qui est pas de visualisation en 3D, qui est pas forcément évident, mais qui est pas impossible. Tout comme le nerf sciatique, si vous avez son trajet, bah vous allez comprendre, vous allez réussir à voir quels mouvements vont l'étirer, quels mouvements vont au contraire moins tirer dessus. Donc voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, s'il faut que je vous remonte, que je fasse des petits dessins, même si, encore une fois, je ne suis pas la pro des dessins, mais on y va, on se lance à l'eau. Hop, bah là, je vais pouvoir peut-être vous montrer le nerf sciatique. Hop, sur le logiciel, hop, je vous le montre, et puis après, on enchaîne. Hop, le nerf sciatique, je l'ai eu, voilà. Nerf péronnier commun sciatique. En fait, c'est que on parle du nerf sciatique, mais le nerf sciatique, c'est plusieurs nerfs, quoi. Et il descend vraiment tout le long. Et vous voyez jusque sous le talon. Donc ça descend quand même très très loin. C'est pour ça que les sensations, elles peuvent être douloureuses jusque dans le pied, quoi. Plus tout ce qui est douleur projetée, etc., etc. Donc c'est pour ça. Si j'en reviens à mon fameux test qui présentait dans le truc de Mouvement Santé CNRS, où je disais test de souplesse, oui, mais, et qu'en plus parler de mobilité, du rachis lombaire, oui, mais, voilà, je voulais mettre cette petite nuance là. Ça permettait de faire aussi une petite digression volontaire pour une fois. Et puis voilà. Je vous remets le lien de Mouvement Santé dans le chat si vous voulez vous inscrire et participer à cette étude participative. Encore une fois, c'est anonyme. C'est pas voilà, il y a les petits questionnaires, il y a les petits tests. C'est accessible, c'est faisable chez soi. Ça s'adresse à tous, les enfants, les adultes, les seniors, les on-dit, les sportifs, les pas sportifs, les papis, les mamies, enfin voilà, tout le monde sans limitation. Donc voilà, n'hésitez pas à participer.